Mercredi 3, ne manquez pas 2, notre nouvelle émission. Alerte générale. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une fois encore cette semaine, on va laisser de côté les affaires de Gamellard pour se concentrer plutôt sur les vraies questions de stratégie et de prospective qui secouent notre planète. En 2050, l'ONU prévoit que l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants. C'est un quart de la population mondiale. Alors, où en sont les relations avec cette zone, les relations de la France, les relations de l'Union européenne, des États-Unis? Nous allons voir tout de suite. Est-ce que le continent africain est en passe de devenir un nouveau proxy de cette guerre entre l'Occident et le Grand Sud? Nous allons interroger tous ces points dans quelques instants. Mais avant, chers amis, un petit message crucial. J'ai besoin de vous pour le succès de cette émission. Alors pensez bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air. Ça la propulse, bien entendu. Pensez également à faire vos commentaires, vos suggestions. Posez vos questions juste en dessous dans les commentaires puisque j'y réponds. Et puis surtout, pensez à relayer cette vidéo. Si chacun d'entre vous envoie ne serait-ce qu'à 3 personnes ce lien, eh bien forcément, la progression va être incommensurable et nous attendra bientôt le million d'abonnés sur cette chaîne. À tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, Charles Onana. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans le Samedi politique. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages, bien sûr sur le Rwanda et l'opération turquoise. Mais voici le dernier, Quand l'Afrique bascule, comment l'Occident et la France ont perdu la main en Afrique. C'est aux éditions de l'Artilleur. Alors Charles Onana, ces dernières années, tout particulièrement depuis le rejet de l'armée française avec la fin de l'opération Barkhane, on assiste à une transformation des influences du territoire africain. Peut-être pour commencer, comment jugez-vous, vous, l'action de l'armée française dans le Sahel avec ces opérations ? Eh bien, l'attitude de l'armée française, on a envoyé, je dirais tout simplement qu'on a envoyé un peu l'armée française au casse-pipe dans la zone sahélienne, puisque cette zone sahélienne, l'explosion du djihadisme a été organisée, on aura l'occasion de revenir en profondeur là-dessus, par l'attaque de Nicolas Sarkozy contre la Libye. Et ça a créé une telle situation de désordre et de chaos que tous ces pays qui étaient relativement organisés, même s'il y avait beaucoup de défaillances, eh bien, se sont retrouvés en proie à une forme de violence terroriste et djihadiste qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Et donc, l'armée française s'est retrouvée envoyée, je dirais, dans ce chaudron, sans réflexion politique et stratégique sérieuse. Eh bien, évidemment, ce qui est arrivé par la suite avec les prises de position publiques de M. Macron n'ont que conduit au départ, mais je dirais inéluctable, de l'armée française de ces territoires. Alors vous l'avez dit, l'intervention en Libye sous Nicolas Sarkozy a mis le feu aux poudres du continent africain, bien entendu. Ça a donné lieu à une émergence du terrorisme particulièrement importante. Pour autant, on a le sentiment, quand on vous lit, que le terrorisme est aussi un peu une bonne excuse pour la France d'aller sur ces territoires. Absolument. Pourquoi? D'ailleurs, parce que la première décision de M. Sarkozy, ou l'argument public que M. Sarkozy avait utilisé, c'était de dire que, en fait, le colonel Kadhafi menaçait d'exterminer ces populations. Il se trouve que le même Nicolas Sarkozy avait discuté, négocié avec M. Kadhafi quelque temps auparavant pour la libération des infirmières bulgares. On a vu par la suite que le même Nicolas Sarkozy a invité le colonel Kadhafi en France en 2007, et puis soudain, eh bien, cet allié ou cet ami est devenu infréquentable, et il a décidé d'attaquer.
Et évidemment, comme vous le dites, ça a mis le feu aux poudres, mais tout n'a pas commencé à ce moment-là. Il y a eu, lorsque M. Sarkozy est arrivé, il a dit effectivement qu'il s'était fini, ça en était fini des relations paternalistes entre la France et l'Afrique, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et finalement, on a vu sa première déclaration à Dakar, où il est allé dire à Dakar que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, ce qui a provoqué un choc terrible, surtout au Sénégal, qui est quand même connu pour avoir eu un académicien français en la personne du président Léopold Sédar Senghor, et qui a en plus été le premier lieu où s'est déroulée la bataille entre la France libre du général de Gaulle et les forces de M. Pétain pour la prise du port de Dakar en septembre 1940. Quand vous allez, en vous disant gaulliste, sur ce territoire-là pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, alors que c'est à cet endroit précisément que le général de Gaulle a pu recruter les tirailleurs sénégalais qui sont venus se battre en France pour la résistance et la libération de la France, eh bien, tout le monde a eu l'impression que M. Sarkozy affichait une inculture terrible sur les relations entre la France et l'Afrique. Et donc, ce discours a été un tournant dans cette affaire-là, mais l'affaire de la Libye et de la Côte d'Ivoire n'ont fait que exacerber, évidemment, ce qui pouvait déjà constituer un malaise profond dans les relations franco-africaines. On reviendra un petit peu plus tard sur cette question justement de la Côte d'Ivoire et de Nicolas Sarkozy. Je voudrais rester sur la question de l'armée française. On l'a vu, cette armée française est donc partie du Sahel en 2022, sous l'ère Macron, hein, bien entendu, mais l'essentiel s'est déroulé sous l'ère de François Hollande, puisque ça a commencé avec la Serval en 2013, oui, et juste ensuite Barkhane a pris la suite jusqu'en 2022. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en réalité, l'armée française n'a pas eu les bons ordres pour agir sur le terrain ? Ben, écoutez, si on prend tout simplement déjà le cas de Serval que vous évoquiez tout à l'heure, je pense que M. François Hollande, quand il est arrivé, il a dit qu'effectivement la France allait faire le maximum pour pouvoir aider la République centrafricaine à sortir du chaos, parce qu'il y avait une situation de guerre civile atroce dans le pays. Et très rapidement, les forces françaises ont été déployées sur place. Il y a eu un certain nombre de militaires, d'officiers supérieurs de l'armée française, je pense à quelqu'un comme le général Desportes, qui disait que la situation était tellement compliquée, tellement difficile, que les moyens militaires mis en place, il y avait à peu près 1600, 1700 soldats qui étaient sur place pour réussir à gérer une situation qui était chaotique. Donc, les moyens n'étaient pas du tout suffisants. Et le général Desportes a alerté en disant soit l'armée française se retire un peu, ce qui va apporter aussi d'une certaine façon du préjudice à son image, soit on renforce les moyens militaires qui vont permettre de faire son travail. Eh bien, il n'a pas été entendu. Monsieur Le Drian a fait savoir que, eh bien, l'opération se passait très très bien, Sangaris se passait très bien. Il y a eu effectivement beaucoup d'argent mis par le contribuable français dans cette mission, ce qui aurait quand même été intéressant pour la Cour des comptes de vérifier effectivement où est passé cet argent, comment ça a été utilisé par rapport à la réalité du terrain. Deuxième élément, c'est que M. Hollande, du jour au lendemain, il dit que l'armée française va se retirer, sans bien comprendre pourquoi, alors que peu de temps avant cela, il y avait eu un député de l'UMP, mais je crois que c'était M. Yves Romion, qui était parti sur place. Il a fait un rapport, une note de 5 pages qu'il avait remis aux responsables de l'UMP en disant que, en allant dans le même sens que ce que disait le général Desportes, c'est-à-dire que l'armée française n'était pas en capacité de s'interposer efficacement, même si elle arrivait à Bangui à essayer d'atténuer l'impact des combats, mais que sur le plan général,
globale sur le territoire, c'était très compliqué à faire et qu'il fallait avoir une pensée beaucoup plus sérieuse. Il a même dit que, je reprends les termes du député français, il a dit que le président de la République a envoyé les troupes françaises dans une mission impossible et qui était impossible à réaliser. Eh bien, pour Monsieur Le Drian encore, et qui passait son temps à faire plus de communication politique qu'à affronter la réalité qui était sur le terrain, eh bien, il a dit que non, à défaut d'être une situation catastrophique, c'est quand même une situation satisfaisante. C'était ses propos. Et donc, finalement, en 2016, on voit la République centrafricaine qui demande, cette fois à l'Union européenne, qui a participé à la formation d'un certain nombre de militaires centrafricains, d'intervenir, d'apporter un soutien pour pouvoir mettre un terme au chaos. Eh bien, il n'y a pas eu de réponse. Et je crois que c'était d'ailleurs, en plus c'était le ministre de la Défense centrafricain d'abord qui était un militant socialiste et qui était très proche de François Hollande, le ministre de la Défense centrafricain, qui a écrit au général de la force de l'Union européenne pour lui demander ce soutien. Pas de réponse. Le président Touadéra lui-même a écrit à Madame Mogherini, qui était la représentante de l'Union européenne sur les questions des affaires étrangères. Eh bien, pas de réponse. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé lors en 2016, évidemment, Monsieur Hollande a dit que, bon, écoutez, les troupes françaises vont se retirer. Ben, on se retire, on lui dit non, mais c'est quand même pas normal que la France se retire dans ces conditions. Vous avez un allié ou un partenaire que vous semblez apprécier, qui est en grande difficulté, et vous laissez le bateau couler en haute mer. Concrètement, ça aurait été plus intelligent de ne pas y aller. Exactement. Bon, alors, donc là, vous avez deux messages qui sont totalement contradictoires. Un premier message qui dit on va venir vous aider à résoudre le problème. Et quand on arrive sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés. Sous-entendu, on n'a pas assez réfléchi aux difficultés qu'on allait rencontrer. Eh bien, on décide de se retirer comme ça, comme quelqu'un un vendeur à la sauvette. Eh bien, lorsque la France quitte la République centrafricaine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lors de la conférence de Sochi, eh bien, les Centrafricains se retournent tout naturellement vers la Russie, et la Russie qui accepte de venir s'installer tranquillement sur ce territoire à la place des officiers français. Alors justement, vous faites très bien le lien avec la vidéo que je voulais vous montrer parce que j'ai écouté les propos du directeur du programme de la fondation allemande Adenauer, oui. Du programme au Sahel. Je vous propose de l'écouter tout de suite, et là, il parle du Mali. Les Maliens voulaient se faire livrer de vraies armes et demandaient des renforts pour les accompagner sur le front. L'Europe s'opposait à ce que les troupes s'entraînent avec de véritables armes. Je me souviens d'une formation de l'infanterie pour les soldats maliens. Ils ont dû prendre des branches d'arbres ou des fusils en bois pour simuler les combats. Les Russes ont dit très clairement, c'est n'importe quoi. Nous sommes les interlocuteurs qu'il vous faut. Avec nous, vous pourrez aller au front. La Russie a fait ce que l'Occident refusait de faire. Alors là encore, on a l'impression que la configuration que vous venez de nous expliquer pour la République centrafricaine est un peu la même que celle qui s'est déroulée au Mali, c'est-à-dire une présence de l'armée française sous-dimensionnée par rapport aux défis qu'il devait affronter. Bien entendu, mais on a là exactement le même schéma. Et d'ailleurs, et c'est pour cette raison que moi j'ai beaucoup critiqué dans le livre ce qu'a essayé de dire M. Macron en parlant de sentiments anti-français. Il n'y a pas de sentiments anti-français là-bas. Le problème, c'est que quand on vous demande, vous dites vous-même que vous êtes un allié des pays du Sahel. Donc il n'y a pas de contestation sur le fait que le Mali, le Burkina Faso, le Niger étaient des alliés privilégié de la France et que la France était le pays privilégié par ces pays-là, eh bien, quand vous avez une difficulté comme celle-là qui est de régler le problème du terrorisme et qui a été créé par le président Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler, eh bien, la meilleure attitude, d'ailleurs, c'est ce qui a commencé, que ce soit avec Serval, que ce soit par la suite avec Barkhane, et la création du G5 Sahel rentrait dans cette configuration de coopération entre les troupes françaises et les troupes de ces pays-là. Mais lorsque M. Hollande décide de quitter le navire dans les conditions que l'on sait, eh bien, ces pays n'avaient pas d'autre choix que de se tourner vers la Russie, qui est venue de façon, avec beaucoup d'opportunisme, évidemment, pour les Russes, c'était d'occuper un terrain qui était libéré. Et les Russes étant déjà bien installés en République centrafricaine, eh bien, ils ont considéré comme un cadeau remarquable que leur donnait la France de s'installer dans les pays du Sahel.
On a le sentiment vraiment que les failles de la France ont vraiment été exploitées à fond par la Russie sur ces territoires, et tout particulièrement aussi dans une forme de soft power. Et je vous propose tout de suite qu'on regarde une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux pour dénigrer globalement l'armée française. La France va de nouveau reconquérir l'Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Maintenant, c'est notre pays. Ils sont nombreux. Je n'ai plus de munitions. As-tu besoin de renfort, mon ami? Merci. Heureux d'aider, mon ami. Bon là, vous en conviendrez, on n'est pas sur de la propagande cousu main, fine et délicate. Mais le message est assez clair. Les Russes viennent quasiment libérer l'Afrique, non pas seulement du terrorisme, mais du joug de l'armée française. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je dirais que c'est de bonne guerre. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de responsables français, tout n'a pas commencé par la propagande russe. Ce qui a commencé, c'est une énorme propagande des dirigeants français sur la présence de Wagner en Afrique. C'est-à-dire qu'on a donné l'impression, évidemment, Wagner c'était une entreprise paramilitaire qui n'a pas l'éthique que peut avoir, par exemple, les soldats russes de l'armée russe. Ou des soldats français, de fait. Ou des soldats français, d'ailleurs. Mais ce sont des mercenaires qui ont travaillé pour l'État russe à ce moment-là. Et donc, il y a eu une énorme campagne dans les médias, les médias français, les médias publics français, où on présentait Wagner et la Russie et le président Poutine comme des horribles personnages. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont trouvé là le moyen, et on leur a donné, avec ce départ, je dirais, précipité dans des conditions incompréhensibles, l'occasion et l'opportunité de faire effectivement une propagande contre l'armée française. Et je pense là aussi, une fois de plus, mauvaise évaluation, une certaine forme de sous-estimation des Russes, qui sont quand même, à l'époque de la guerre froide, ce que le KGB savait faire de mieux, c'était la propagande. Et donc, à partir du moment où vous les attaquez sur ce terrain-là, eh bien, les Russes ont considéré que là, ils étaient à l'aise sur ce terrain pour essayer de renvoyer. Et on voit bien que ces images ont fait des dégâts considérables dans la communication de la France et de l'armée française en Afrique. Alors, on sait qu'il y a également le poids de l'histoire qui a un rôle très important dans les relations entre l'Europe, particulièrement la France, et le continent africain. Et on oublie souvent de parler du rôle de la Russie, justement, dans l'histoire africaine, tout particulièrement au moment des guerres des indépendances, qui globalement ont été soutenues par l'Union soviétique. Comment voyez-vous cette perception, justement, à l'heure actuelle dans l'état d'esprit des Africains, même si, bien entendu, et je le dis à nos téléspectateurs, tout particulièrement africains, qu'on ne peut pas faire un cas général avec tout le continent africain. Il y a évidemment plein de disparités selon les pays, selon les territoires et selon les enjeux, bien entendu. Tout à fait, vous avez raison de le souligner, parce que les gens peuvent croire que quand on parle de l'Afrique de cette façon-là, on parle comme si c'était d'un seul grand pays. En fait, c'est un grand continent avec des spécificités, même d'ailleurs au niveau du Sahel. Même le Sahel, qui est une zone francophone, avec une influence arabo-musulmane, il y a beaucoup de nuances et de différences. Soit dit en passant, je me permets une parenthèse, mais il ne serait pas tout à fait pertinent non plus de parler des pays africains en se limitant à leurs frontières, puisqu'on sait aussi que leurs frontières ont été construites de façon absolument sans discernement et de façon artificielle. Tout à fait. Et de ce fait, ça ne serait pas non plus particulièrement pertinent de le faire. D'ailleurs, vous faites encore bien de le souligner, parce que
si M. Sarkozy avait analysé ces questions sur le plan sociologique et sur le plan de je dirais, la parenté religieuse sur le plan de l'islam, il aurait compris qu'on ne va pas attaquer, démolir un pays comme ça sans que cela puisse avoir un impact sur l'ensemble de la zone sahélienne. Donc, évidemment, je pense que dans la réflexion que vous faites, on est quand même obligé de constater que historiquement, les Russes aujourd'hui ont utilisé cet argument qui est un argument pertinent parce que pour les leaders africains de la période des indépendances, la Russie, ils ont bénéficié du soutien de la Russie pour se dégager du joug colonial franco-britannique. Et puis, il y a eu, et c'était le grand paradoxe à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas eu que la Chine et l'Union soviétique. Il y a eu aussi les États-Unis qui, alliés de la France, ont travaillé de façon intelligente à se mettre contre la France et contre la Grande-Bretagne dans les territoires qui aspiraient à l'indépendance. Et à l'époque, il y avait un jeune sénateur américain qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy qui avait commencé dès cette époque-là à tenir un discours disant que les anciennes puissances européennes maintiennent les territoires africains sous leur domination. Cela est inacceptable pour les États-Unis. Il faut que les États-Unis les aident. Et quand il le disait, ce n'était pas pour des raisons morales ou pour des raisons qu'on peut qualifier aujourd'hui de raisons pour juste l'émancipation. Non, les Américains, avec des arrière-pensées politiques et géopolitiques, c'était de prendre la place des Français, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne. Donc, ou à tout le moins sortir l'influence française de ce territoire pour Oui, mais pour une raison très simple, c'est qu'ils savaient, ils étaient déjà conscients et au courant que la France était sur des territoires qui avaient énormément de ressources naturelles, que ce soit les ressources minières ou les ressources pétrolières. Tout cela, pour les Américains, était très important. On va le voir, bien entendu, plus tard. Mais pour les Russes et les Chinois, pour revenir après le départ des Français, ou en tout cas après le discrédit progressif des Français, parce qu'il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que le discrédit de la France ne s'est pas fait en 3 jours. Ça s'est fait tout au long des années, des dernières décennies. Et que, malheureusement, pour les stratèges français, il n'y a pas eu de réflexion, je dirais, anticipative par rapport à cette situation. Et les Chinois et les Russes sont revenus avec ces paramètres historiques qui étaient très positifs pour eux. Eh bien, ils sont rentrés avec cela pour s'installer, chacun avec une vision bien entendu différente, parce que les Chinois, pour eux, c'est des questions purement économiques. Ils ne viennent pas là pour faire des débats sur les droits de l'homme, alors que les Russes, ils viennent pour des questions géopolitiques, géostratégiques, et surtout faire beaucoup de renseignements face à leurs adversaires occidentaux qui leur causent beaucoup de problèmes en Ukraine et dans d'autres régions du monde. Vous dites que ces relations ne se sont pas dégradées d'un seul coup, bien entendu, mais qu'elles sont au contraire le résultat de plusieurs décennies de travail de sable, j'allais dire, et d'auto-travail de sable presque. À partir de quand vous le faites remonter cette situation? Parce que je crois dans votre ouvrage, globalement, c'est Mitterrand. Bon, oui, la période de Mitterrand a été une période très, très difficile, mais en fait, il y avait déjà la fin de la période du général de Gaulle avec Pompidou. Par exemple, pour le Niger, où on a vu, par exemple, que le président du Niger, qui était M. Diori, qui avait signé des accords avec le commissariat de l'énergie atomique pour l'exploitation de l'uranium du Niger. À l'époque, il faut dire que le Niger était, je dirais, la 4e plus grande réserve mondiale d'uranium, après les États-Unis, le Canada et l'Afrique du Sud. Donc, à l'époque, M. Diori avait signé un accord avec M. Couve de Murville, qui était le ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, pour confier effectivement en priorité à la France l'uranium du Niger. Et puis finalement, après cet accord-là, le commissariat de l'énergie atomique, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires et d'affairistes aussi dans cette histoire, qui voulaient prendre l'uranium du Niger à vil prix, et ce qui n'était pas l'avis et la position du président Pompidou. En 1974, lorsque le président Pompidou est mort, eh bien, le commissariat de l'énergie atomique
avec l'aide d'un certain nombre de réseaux en France, ils ont travaillé à la chute du président Diouri. Et lorsque le président Diouri est tombé, eh bien, il y a eu quelqu'un qui était un officier de l'armée du Niger qui s'appelle M. Seni Kounché, qui a pris le pouvoir. Et puis donc, eh bien, c'était devenu open bar pour l'uranium du Niger avec la Cogema et puis Areva derrière. Donc, si vous voulez, voilà un moment déjà très important et que les Nigériens n'ont pas oublié. C'est-à-dire que il faut rappeler aussi que pendant toute la période où il y avait des discussions sur la question de l'uranium, de l'achat de l'uranium, parce que dans le même temps, pendant la même période des années 70, il y a eu ce qu'on a appelé la grande sécheresse du Sahel. Et pendant cette période-là, le secrétaire d'État américain, M. Kissinger, avait rédigé un rapport très important. Bon, il avait d'abord demandé au président Nixon de soutenir les pays du Sahel victimes de la famine. Mais en fait, ce n'était pas, encore une fois de plus, juste pour, je dirais par générosité, par altruisme et des choses comme ça, mais c'était tout simplement parce que 2 mois auparavant, il avait commandé un rapport au service de renseignement américain qui lui ont fourni un document rappelant que toute cette zone du Sahel avait des ressources minières extrêmement rares, dont certaines stratégiques, donc que la France occupait, et il fallait absolument tout faire pour prendre pied dans la zone sahélienne. Donc vous voyez que pendant toute cette période-là, eh bien, les Américains en plus il y avait les Américains, il y avait les Japonais et je crois les Allemands qui voulaient acheter l'uranium du Niger beaucoup plus cher que le commissariat de l'énergie atomique. Mais le président Diouri, lui, il voulait quand même donner la priorité à la France, mais la mauvaise appréciation et la mauvaise analyse qui a été faite à ce moment-là a donné l'impression aux gens de la Cogema qu'ils avaient tous les droits sur l'uranium du Niger, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des scandales avec Areva qui se sont succédés, eh bien, on a vu finalement que lorsque ce que le président Macron a appelé la junte, quand ils sont arrivés au pouvoir, la première chose qu'ils ont pu faire, c'était de demander le départ d'Areva. Bien sûr, bien sûr. Je note quand même dans vos explications que concrètement, la prédation des autres puissances à l'égard de l'Afrique peut se comprendre. Ce sont des enjeux d'influence et de lutte de pouvoir. Pour autant, rien ne serait possible sans une forme de corruption systémique de l'élite africaine qui participe à ce pillage finalement. Bien sûr, et c'est ça l'élément aussi important qu'il faut comprendre. C'est pour cela que quand on critique les dirigeants français, il faut comprendre que en fait les populations africaines rejettent une race de dirigeants africains qui ont passé leur temps à s'enrichir plutôt qu'à développer les pays. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces dirigeants étaient très en bon terme avec les dirigeants français qui préféraient avoir des gens qui étaient relativement serviles et corrompus à la tête des États plutôt que d'avoir des vrais partenaires qui pouvaient penser en termes de développement aussi bien de façon positive pour leur pays que dans un rapport de partenariat gagnant, ce qu'ils appellent aujourd'hui, que ce soit les Chinois et d'autres appellent aujourd'hui le partenariat ou la coopération gagnant-gagnant. Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans cette mécanique qui s'est développée, les dirigeants français à une certaine époque avaient vendu le dossier de l'aide au développement qui était largement soutenu par la communauté économique européenne, qui était l'ancêtre de l'Union européenne d'aujourd'hui. Ils ont vendu cette affaire d'aide au développement, mais ce qu'on ne voyait pas, ce que les populations françaises ne voyaient pas, c'était que l'argent qui était envoyé en Afrique servait en fait à organiser le maintien au pouvoir de ce que eux ils appelaient des dirigeants amis de la France. Mais amis de la France, ce n'était pas parce que... C'était ennemis de leur propre pays, surtout. Bon, oui, ennemis de leur propre pays, mais je ne suis pas tout à fait certain que c'est des amis de la France, parce que, en réalité, ce que moi j'entends par intérêt de la France, quand on parle d'intérêt de la France, j'entends intérêt général du peuple français. Mais quand vous défendez des intérêts personnels et des intérêts privés, on ne défend ni les intérêts des peuples africains, ni les intérêts du peuple français. Donc, si vous voulez, les dirigeants africains et les dirigeants français ont en quelque sorte
cocufier les peuples des deux côtés. Et aux frais du contribuable français avec l'aide au développement, bien sûr. Mais bien entendu, puisqu'il y a eu des scandales. En fait, c'est quand il y a eu le scandale de l'affaire Carrefour du développement sous François Mitterrand que les gens se sont rendus compte qu'en fait, quand on dit qu'on va financer un sommet franco-africain à Bujumbura, au Burundi, eh bien, le ministre français de la coopération prend de l'argent, crée une association bidon en France, et met de l'argent dedans, et puis l'argent se retrouve distribué à Grenoble, un peu partout. Enfin, mais pour le contribuable français, cet argent est parti à Bujumbura pour le sommet franco-africain. Mais c'est lorsque la Cour des comptes a mis le nez dans cette histoire qu'on a découvert effectivement qu'il y avait tout un réseau de corruption qui avait été organisé avec les dirigeants africains, avec les hauts responsables français au sein du ministère de la Coopération. Et le dossier est devenu un enjeu de politique intérieure au lieu que les gens se posent la question de savoir si c'est bien dans cette direction qu'il faut continuer dans les relations franco-africaines. Bon, en tout cas, l'aide au développement, elle perdure aujourd'hui. Alors sans doute avec les mêmes des intérêts un peu différents et une corruption un peu différente, mais elle est toujours en cours. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez évoqué avec ces fameux partenariats gagnant-gagnant, win-win comme on dit aux États-Unis. C'est un des arguments chocs de l'émancipation de l'Afrique et surtout de son tournant vers les BRICS. On sait qu'aujourd'hui, l'Éthiopie appartient aux BRICS, à l'instar de l'Égypte. Comment voyez-vous ce rapprochement justement des BRICS fondateurs? Alors évidemment bien sûr la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud qui était déjà en Afrique bien entendu, et ces pays d'Afrique qui visiblement sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre cet ensemble. Écoutez, je pense que le principe est quelque chose de très intéressant sur le plan économique, c'est-à-dire que les pays africains font le constat que plusieurs décennies de coopération avec l'Occident ont conduit au désastre. On le voit aujourd'hui, que ce soit sur la question du terrorisme, que ce soit sur la question du développement économique, alors que dans le même temps, on considère que ces pays ont d'énormes ressources naturelles. Bon, donc pour eux, c'est quelque chose de totalement illogique et incompréhensible. Mais il y a aussi le fait que sur le plan international, l'émergence de la Chine comme une puissance économique incontestable aussi bien en Occident qu'en Asie qu'en Afrique, eh bien, fait que l'émergence des BRICS va amener, en quelque sorte, c'est le contrepoids, par exemple, du G7, c'est le contrepoids de l'Union européenne, c'est le contrepoids de la toute-puissance occidentale qui fait émerger effectivement ces pays-là. Donc, si vous voulez, sur le plan conceptuel et sur le plan, je dirais, tactique, beaucoup de pays africains considèrent que aller tenter une autre expérience peut-être peut apporter un succès qu'on n'a pas pu avoir ou qu'ils n'ont pas pu avoir avec l'Occident. Le problème, c'est que moi, j'observe, c'est que ces pays-là partent quand même aussi avec des handicaps. C'est-à-dire que le système de corruption dans les pays n'est pas complètement réglé pour aller rentrer dans un autre système. Le tissu industriel, économique et industriel de ces pays-là n'est pas suffisamment structuré, organisé pour entrer dans les BRICS, parce que vous entrez quand même à la cour des grands avec des économies qui sont très bien organisées, comme l'économie de la Chine, comme l'économie de la Russie également, comme l'économie de l'Inde. Ce sont des pays qui sont très solidement organisés, structurés pour entrer dans les BRICS, et les pays africains traînent encore leur boulet du franc CFA sur le plan monétaire. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui des éléments importants et incontournables pour les pays africains à régler en allant dans les BRICS. Mais cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a ces obstacles ou ces difficultés que l'idée de tenter une expérience nouvelle est complètement à rejeter. Alors, ce que j'aimerais qu'on regarde à présent, c'est en mai dernier, on a eu les célébrations, comme chaque année, de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Donc, c'était le 9 mai. On a vu le dirigeant burkinabé, Traoré, se rendre à Moscou, puis ensuite à Saint-Pétersbourg pour un sommet russo-africain. Je vous propose de regarder très rapidement un extrait de Vladimir Poutine. J'aimerais dire que nos échanges sont encore modestes, mais ils augmentent et c'est une tendance encourageante et que nous souhaitons voir se poursuivre. Il s'agit de travailler au renforcement de nos relations économiques et d'échanges commerciaux.
Bon, alors là, bien entendu, on parle bien sûr de la Russie, mais il en va un peu de même pour la Chine. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'assister à une nouvelle colonisation économique de l'Afrique, mais cette fois non plus par l'Occident, non plus par l'Europe, mais par la Russie et la Chine ? Non, je ne crois pas, mais ça c'est un argument qui est largement avancé par beaucoup d'Occidentaux qui réagissent un peu par dépit amoureux. Hein. Ils ont l'impression d'avoir été trahis par leurs alliés africains. Non, je ne crois pas. Je pense que on ne peut pas préjuger d'une expérience qui n'a pas encore eu lieu. Donc, je crois tout simplement aussi qu'il ne faut pas sous-estimer les Africains parce que dans tous ces pays-là, vous avez des diplomates chevronnés qui ont été formés en France, aux États-Unis, à Londres, un peu partout, donc qui connaissent le monde et son évolution et qui participent aussi à conseiller leur chef d'État. Je pense tout simplement qu'on est dans une situation où les pays africains ne sont pas du tout, où les dirigeants ne sont pas complètement naïfs. Ils ne pensent pas que la France, la Chine ou la Russie sont meilleurs que les États-Unis, etc. Mais ils considèrent peut-être qu'ils ont une autre façon d'entretenir leur rapport avec leurs partenaires ou leurs alliés. Ils ont peut-être aussi l'impression qu'il y a une autre façon de faire progresser leur pays parce qu'ils ont vu, par exemple, que les performances de la Chine ces dernières années ont été fulgurantes sur le plan économique au niveau international. Dans les années 70, quand on vous donnait un produit made in China, tout le monde ricanait en se disant c'est quoi cette pacotille? Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce que produisent les Chinois dans tous les domaines, y compris sur les territoires en Occident, aux États-Unis ou en France, eh bien, que ce soit au niveau des voitures ou d'autres choses, les gens ne sont plus en train de ricaner. Donc, les pays africains regardent cela comme un modèle intéressant, ce qui a d'ailleurs été malheureux pour les dirigeants français qui n'ont pas eu, je dirais, cette hauteur de vue, parce que vous vous souvenez que dans les années 70 également, au moment où la Chine n'avait pas encore mis en place cette force sur la concurrence automobile au niveau international, les Africains, que ce soit du Mali ou du Sénégal, avaient travaillé chez Renault. Mais à aucun moment, il n'est arrivé dans l'esprit des dirigeants français de se dire peut-être que la France fera face à la concurrence internationale au niveau du marché de l'automobile, que ce soit avec les Asiatiques ou avec les Américains, et qu'en travaillant avec des gens qui ont été formés au niveau des entreprises Renault, Peugeot, eh bien, les Africains seront un marché, je dirais, même si on raisonne purement en termes économiques, sans y mettre de la politique, eh bien, les Africains vont prospérer et vont constituer un marché important pour l'automobile français, et que peut-être à l'avenir, eh bien, on aura un certain nombre de Français qui pourront aussi aller travailler en Afrique parce que, eh bien, ce sera un marché ouvert avec des perspectives, etc. Ils n'ont jamais réfléchi de cette façon-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que, eh bien, tout le marché francophone, tous les pays francophones, eh bien, vous retrouvez Toyota, Honda qui inondent le marché et il n'y a personne qui a envie d'utiliser Renault ou Peugeot dans ces pays-là. Mais pardon, mais dans votre raisonnement, quel est l'intérêt de l'Afrique vis-à-vis de ces pays? Comment concrètement, c'est quoi l'objectif de l'Afrique avec les nouvelles relations avec la Chine et la Russie? C'est d'avoir des produits made in China ou au contraire, c'est d'avoir un développement industriel qui puisse appuyer la Chine? Ils veulent enfin pouvoir avoir la contrepartie de leurs ressources naturelles. Si leurs ressources naturelles attirent tout le monde, que ce soit les Chinois, les Russes, les Français, les Américains, les Turcs, tout le monde aujourd'hui veut aller en Afrique pour les ressources minières, eh bien, il faut quand même rappeler que si on parle par exemple du Congo, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars que les grosses entreprises qui travaillent sur les technologies de pointe peuvent avoir. Aujourd'hui, la Chine, par exemple, par rapport au cobalt, le cobalt qui sert à la fabrication des voitures et des batteries pour les voitures électriques, mais c'est la Chine qui aujourd'hui raffine pour 50% à peu près du cobalt dans le monde. Donc, si vous voulez... Du coup, c'est quoi? C'est un pari sur le ruissellement dans la société africaine?
Mais ils se disent peut-être que comme on n'a rien gagné du tout avec les pays occidentaux, on va essayer de voir si on peut gagner quelque chose avec les Asiatiques. Ils ont un autre élément, qui est un élément, celui-là très concret, c'est qu'ils voient tout de suite que quand les Chinois arrivent, bon, ils disent qu'on a besoin d'un pont, eh bien, les Chinois construisent un pont. On veut un hôpital, les Chinois construisent un hôpital. C'est-à-dire que vous allez dans plusieurs de ces pays-là aujourd'hui, vous avez des symboles, mais très clairs, de ce qu'est la présence chinoise. Et contrairement à la présence française, qui a été beaucoup plus ancienne, beaucoup plus longue, eh bien, vous cherchez des symboles et vous n'en trouvez pas. Donc, voilà où vous n'en trouvez pas suffisamment ou à la hauteur de ce qu'ils auraient espéré. Donc, vous vous trouvez devant une situation qui fait que, eh bien, pour les Africains, eh bien, on a quelques éléments qui sont des indices, mais peut-être maigres encore pour l'instant, mais qui sait, peut-être dans 10-15 ans, on aura des éléments beaucoup plus convaincants qui vont nous permettre de justifier le fait qu'on a fait le bon choix. Concrètement, aujourd'hui, les ressources les plus convoitées, j'allais dire, du territoire africain, quelles sont-elles? Parce qu'on voit bien que la Russie a aussi tout intérêt à se tourner davantage vers l'Afrique, tout particulièrement depuis les sanctions européennes et américaines, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine en 2014. Ben, vous avez l'or, vous avez l'uranium, vous avez le manganèse, vous avez le cobalt, vous avez le coltan qui sert à la fabrication des téléphones. C'est la nouvelle technologie, les technologies de pointe aujourd'hui, les ressources sont en Afrique. Ça, il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Et puis l'or qui est devenu aujourd'hui par rapport au dollar et par rapport à la monnaie, aux banques centrales, eh bien l'or est quelque chose de très important. C'est pour cela que les pays du Sahel, que ce soit le Burkina Faso ou le Mali, qui ont énormément d'or, ce n'est pas pour rien que les grosses entreprises canadiennes et américaines, anglo-américaines, se battent pour avoir leur place dans ces pays-là. Donc, si vous voulez, derrière les discours très politiques, très droits de l'homiste, etc., il y a de véritables enjeux, une bataille économique extrêmement féroce, que Mitterrand avait d'ailleurs avait rappelé avant sa mort. Il disait que les Américains mènent contre nous une guerre extrêmement violente et les Français ne sont pas au courant. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis et la France, dans tous ces pays-là, c'est d'abord un enjeu pour la survie économique d'un certain nombre d'industries occidentales et orientales, mais il se joue aussi quelque chose de très important qui est la possibilité de créer un marché pour avoir des débouchés dans l'avenir. Parce que les Chinois, contrairement peut-être aux Français qui regardent l'Afrique simplement comme un réservoir de matières premières, les Chinois, ils ont envie de venir revendre un jour leurs produits très sophistiqués aux Africains. Et donc, les Africains peuvent considérer, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Moi, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils considèrent que dans leur rapport avec la France, l'Occident de manière générale, ou l'Union européenne, ça a été toujours des choses de façon univoque, unilatérale, etc. On n'avait pas l'impression qu'il y avait quelque chose qui était aussi pris du côté africain pour venir alimenter les pays occidentaux. Et on parlait tout à l'heure de l'uranium, il faut quand même rappeler qu'une grande partie je dirais, l'indépendance énergétique française venant du nucléaire, c'est à cause de l'uranium du Niger et de la République centrafricaine et du Gabon, par exemple. Et ça, ce sont des choses que les Français, eux, ne connaissent pas, mais même les Africains ne savent pas complètement que c'est comme ça que ça se passe. Parce que le jeu entre les dirigeants politiques, c'est toujours un jeu très secret, très confidentiel, etc. On prétend que ce sont des secrets d'État, mais ce n'est pas vraiment des secrets d'État. Ce sont des secrets autour des partenaires privés, des gens qui défendent des intérêts privés très importants. On a vu également, vous m'avez parlé du droit de l'homisme que dénonçait même parfois Mitterrand comme étant finalement la bonne excuse pour pouvoir s'immiscer dans les affaires africaines et avoir des ressources. On a vu que c'était une constante finalement, et pas seulement sur le territoire africain, de la part des Européens, de la part de l'Occident. On l'a vu notamment sur la question de la guerre
en Ukraine où Vladimir Poutine est présenté comme un horrible dictateur et Volodymyr Zelensky, lui, comme un grand démocrate. Ce que je vous propose, c'est d'écouter à présent le président Macron, d'écouter le président Tshisekedi qui répondait au président Macron, notamment après une espèce de proximité un peu surprenante avec un président que vous connaissez bien, celui du Rwanda, Paul Kagame. Je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Donc là, on voit bien que cette espèce de droit de l'hommisme est très relatif, parce que finalement, Emmanuel Macron, plus exactement, est face à un président, celui de la RDC, dont une partie du pays est victime de la convoitise particulièrement brutale du Rwanda, et pour autant, on continue de garder des liens extrêmement proches avec le président Paul Kagame, et on fait des déclarations assez surprenantes à ce sujet. Mais c'est très clair, c'est-à-dire que le président Tshisekedi a planté le décor des enjeux. Autrement dit, si les Français réfléchissent bien à cette question qu'il pose, c'est est-ce que pour vous c'est plus important d'entretenir des bons rapports avec la RDC, d'obtenir la paix pour la RDC, ou est-ce que c'est plus important pour vous d'être derrière celui qui pille les richesses de la République démocratique du Congo, M. Kagame, à qui vous avez donné, M. Macron a quand même, il a contribué à donner la francophonie au Rwanda, c'est-à-dire l'actuel secrétaire général de la francophonie est Mme Mushiki Wabo, ancienne ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, qui a été la plus grande pourfendeuse de la politique de la France au Rwanda. Donc, pour les pays africains, et notamment pour les Congolais, ils considèrent que eux qui ont beaucoup de ressources naturelles et qui sont convoités par le monde entier, eh bien, la France va s'allier avec, je dirais, un pays qui est identifié par les Nations Unies comme reseller, comme pilleur des ressources naturelles du Congo, qui a quitté la francophonie pour le Commonwealth, et on est obligé quand même de se dire, mais finalement, c'est quoi aujourd'hui la politique de la France dans cette région? Et il faut rappeler quand même que le Congo, c'est le plus grand pays francophone du monde. Donc, quand vous laissez ce pays-là et que le président Tshisekedi, comme d'autres chefs d'État de la RDC, notamment le président Mobutu, étaient considérés comme des gens très très proches de la francophonie et qui espéraient ou qui comptaient sur le fait que la France allait peut-être venir en aide par sa défense, son opposition à la guerre contre l'Irak. C'est quelque chose qui a marqué les Français, qui a marqué tout le monde, y compris les Africains. Mais quand un pays africain, petit pays enclavé, qui a connu tous les massacres et le génocide sur son territoire, qui a injurié les Français comme personne ne l'a jamais fait en Afrique, eh bien que c'est à ce pays-là devant lui qu'on fait des génuflexions, que tous les dirigeants français, que ce soit M. Sarkozy ou M. Macron, ils vont s'incliner devant un dictateur comme Paul Kagame. Vous êtes obligés de constater que pour les Africains, c'est surprenant. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est donc la défense des droits de l'homme? Où est donc la défense de la souveraineté? Parce que dans le même temps, M. Macron a reconnu que quand même la RDC était violée, que le territoire de la RDC était violé, que le droit international et la souveraineté du Congo étaient violés. Mais si c'est vrai, pourquoi ce qui est vrai est qu'ils ont mobilisé des troupes pour envoyer en Ukraine contre la Russie, qui est un pays membre du Conseil de sécurité? Comment la même attitude, mais pire, faite 10 fois avec plus de 10 millions de morts sur le territoire congolais, avec plus de 500 000 femmes violées, d'après le docteur Denis Mukwege, qui s'est occupé des viols des femmes en RDC, comment vous pouvez rester les bras croisés
en allant soutenir Kagame, et l'Union européenne en lui donnant des enveloppes financières sur les questions minières, alors que l'Union européenne, c'est que le Rwanda n'a pas de minerais et que tous ces minerais sont volés en République démocratique du Congo, et que même les parlementaires européens demandent qu'on sanctionne le Rwanda. Eh bien, le Rwanda n'est sanctionné ni au Conseil de sécurité des Nations Unies, ni au sein de l'Union européenne. Donc là, il y a quelque chose qui crève les yeux et qui donne l'impression, effectivement, aux Africains, aux Congolais en particulier, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez Voltaire. Pour être transparente, vous m'en voudrez pas, Charles Onana, je parle effectivement de l'affaire qui vous a opposé sur cette question du Rwanda, du génocide des Tutsis. Vous avez été condamné en décembre dernier pour négation du crime de génocide à l'encontre des Tutsis. Vous avez fait appel, donc vous êtes tout à fait innocent au jour où nous parlons. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement ? Bon, écoutez, on me reproche, sans le dire explicitement, d'avoir fait un travail scientifique qui démontrait effectivement, comme le président Tshisekedi l'a dit tout à l'heure, que le Congo est agressé depuis plus de 30 ans. C'est ça que moi j'ai découvert, c'est-à-dire quand je faisais mon travail de recherche, sur l'opération turquoise, qui n'avait absolument rien à voir... L'opération de l'armée française au Rwanda. Au Rwanda, qui était une décision du Conseil de sécurité. Mais je découvre en analysant les cartes d'état-major, aussi bien de la CIA, de l'ONU, de la France et de l'Union européenne, je constate effectivement en analysant toutes ces cartes que derrière le génocide qui a eu lieu au Rwanda, il y avait une planification de l'invasion de la République démocratique du Congo pour s'emparer de ses ressources minières. Et donc, puisque je l'ai dit dans cet ouvrage-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé chercher des guillemets en disant que M. Onana a mis des guillemets sur le mot génocide, ça signifie qu'il nie et qu'il minimise le génocide des Tutsis. Mais moi, mon premier livre que j'ai écrit sur le Rwanda, je l'ai écrit avec un rescapé Tutsi du génocide, Deo Mushahidi. Il est où actuellement ? Il est emprisonné à perpétuité au Rwanda parce qu'il parle exactement comme moi. Il a demandé la vérité sur les Tutsis qui ont été tués, donc lui, sa propre famille, mais il a demandé la vérité aussi sur les autres Rwandais non Tutsis, c'est-à-dire les Hutus et les Twa qui ont été tués. Le problème, c'est que dans mon travail, je mets en cause les troupes de Paul Kagame, qui est une rébellion Tutsi qui a été construite en Ouganda pour venir envahir le Congo, mais on veut donner l'impression que je parle des Tutsis en général. Or, moi, dans mon travail, je fais la distinction très claire entre la rébellion Tutsi qui a conquis le pouvoir par les armes et la violence, et dont est issu Paul Kagame. Sous la houlette de la CIA. Et je distingue cela des Tutsis qui vivaient tranquillement au Rwanda dans la paix, qui ont été exterminés du fait de leur origine ethnique. Donc, comment on peut confondre, mais volontairement ou involontairement, cette distinction qui est très claire dans mon livre, et je répète dans mon livre au moins à 2 reprises que je ne nie pas le génocide des Tutsis. Moi, je ne suis pas rwandais. Mais quel est mon intérêt d'aller nier le génocide des Tutsis ? Je n'ai rien à faire avec leurs histoires ethniques, en fait. Donc, je suis quelqu'un, je ne voterai ni pour un Tutsi, ni pour un Hutu, ni pour un Twa, mais je ne comprends pas. Mais en fait, j'ai compris très clairement, parce que ça a été dit, par exemple, le procureur qui était dans notre procès, il a dit « j'ai pas lu le livre de M. Nana, mais je demande sa condamnation ». Donc, mais il y avait des Alors magistrats. c'était une condamnation pour le livre, bien sûr. Oui, qu'elle n'a pas lu. Bon, voilà. Donc, vous voyez, enfin, j'ai compris, et les avocats de la partie civile ont dit que M. Nana se fourvoyait. On ne comprend pas pourquoi les Congolais se mobilisent pour soutenir M. Nana, alors qu'en fait, j'avais touché un nerf sensible qu'il ne fallait pas toucher dans ce dossier, et c'est pour cela que je me suis retrouvé pourchassé. La seule différence dans cette démarche-là, c'est que juste 2 jours après ma condamnation, la Cour d'appel a validé le travail que j'avais fait, c'est-à-dire que les tribunaux français, donc les tribunaux français qui m'ont condamné pour avoir mis les guillemets sur le mot génocide alors que je citais le FPR, etc., les mêmes tribunaux français ont validé à 2 reprises mon travail, c'est-à-dire que les conclusions auxquelles j'aboutis, en disant que l'armée française n'a commis aucun crime de génocide au Rwanda, 18 ans d'investigation et d'instruction des juges français, ils arrivent à la même conclusion plusieurs années après moi.
Donc, vous comprenez que si j'avais fait un travail approximatif, eh bien, on m'aurait attaqué d'abord sur mon travail, mais pas sur les guillemets. On m'aurait attaqué sur mon travail et démontré que mon travail était mauvais. Mais si les mêmes tribunaux constatent que mon travail correspond, les conclusions de mon travail correspondent aux conclusions des magistrats qui ont utiliser une autre méthode, eh bien, je considère tout simplement qu'en appel, on verra ce qui va se passer. Si, enfin, on va avoir quand même des magistrats qui vont d'abord lire le livre et puis qui vont quand même considérer que, Monsieur Nana, quand il met les guillemets en grammaire française, ça n'a jamais été une négation. Vous mettez les guillemets, c'est pour citer quelqu'un. Mais on dit vous minimisez. Et dans le même livre, il y a le mot génocide sans guillemets. Et donc, qu'est-ce que vous faites avec le mot génocide quand il n'y a pas de guillemets? Là, personne ne s'est prononcé. Si on revient à notre sujet général de l'émission, et je vous remercie pour vos précisions, Charles Nana, on ne manquera pas de suivre ce procès en appel. Si on revient un petit peu au cœur de cette émission, on a le sentiment finalement qu'entre une histoire un peu lourde, une capacité et une propension à l'ingérence politique, mais aussi la perception des Africains de ce droit international à géométrie variable, la rupture est consommée aujourd'hui. Mais bien sûr, parce qu'en plus, vous savez, contrairement à ce que beaucoup de Français peuvent imaginer, la question de la guerre en Ukraine a beaucoup joué dans la psychologie des Africains par rapport à ça. Parce qu'ils se sont dit, mais ce qu'ils sont en train de faire à la Russie, c'est-à-dire en demandant des sanctions contre la Russie, en essayant de marginaliser complètement la Russie dans cette affaire, mais c'est en fait, ils ont l'habitude de nous faire ça. Mais parce que nous sommes des petits pays faibles, on ne peut pas être audible. Alors que là, ils considèrent Poutine comme un héros, dans le sens où Poutine tient tête à l'establishment occidental qui essaye d'utiliser le 2 poids 2 mesures dans la question de la souveraineté des États. Bon, vous imaginez... Pardon, mais est-ce que l'Afrique pourrait pas se poser une autre question et faire une autre transposition et s'interroger sur le fait que finalement c'est aussi aujourd'hui devenu un nouveau territoire proxy de l'affrontement, comme je le disais en introduction, entre ce Grand Sud et l'Occident? Mais bien entendu, moi c'est pour cela que je dis que je reste convaincu qu'ils ne sont pas du tout naïfs. Moi j'ai des dirigeants africains qui sont dans ces régions-là, qui m'ont dit que nous ne considérons pas que la Russie ou la Chine sont une solution à nos problèmes. Mais ils considèrent cependant que quand ils voient la violence avec laquelle la Russie est attaquée sur la question ukrainienne, alors que M. Kagame fait exactement la même chose vis-à-vis du Congo et que personne ne dit absolument rien, au contraire, l'Union européenne envoie des chèques de plusieurs millions d'euros, mais ils se disent, mais il y a quelque chose qui est piégé dans cette histoire. Donc, mieux vaut abandonner le territoire que nous considérons comme un territoire piégé, pour aller essayer tenter une expérience ailleurs. Donc c'est un peu ça la mécanique qu'ils ont aujourd'hui, d'autant plus que sur la question, par exemple, du terrorisme, et il y avait quand même les services de renseignement français et les services de renseignement américains, tous, que ce soit la DIA, donc le renseignement militaire américain, le Pentagone, ils étaient tous au Sahel. Il y avait des drones, etc. Donc, comment est-ce possible que les militaires français, les services de renseignement français et américains sont incapables de neutraliser des gens qui courent avec des motos dans le désert? Parce que c'est ça les djihadistes en réalité. Donc, avec tout le niveau de performance des nouvelles technologies que détiennent ces services de renseignement, ils ne peuvent pas comprendre comment on aboutit, après plusieurs années de travail, à un échec total contre les djihadistes. Donc, si vous voulez, même si les Russes, ils arrivent, ils disent, bon, nous, on est capable de neutraliser tout ça, ils sont obligés d'abord de croire les Russes, d'une manière générale. Je ne dis pas, et il ne faudrait pas que les gens se méprennent, parce que j'ai compris que dans le débat français concernant la Russie, la Chine, on vous somme toujours d'être ou pro-français, ou pro-russe, ou anti-français, ou anti-russe. Moi, je ne suis pro et anti-rien du tout. J'essaye tout simplement de comprendre les mécanismes qui peuvent amener les gens à se détourner d'une partie pour se tourner vers une autre partie. Et les éléments clés que moi j'essaye de mettre en évidence sont documentés. Ce n'est pas le discours
très plat qui a été utilisé depuis plusieurs années en disant c'est Wagner. On ne peut pas réduire plusieurs gouvernements à être fascinés par Wagner. Et je ne suis pas sûr que 500 soldats de Wagner ont suffi à chasser des milliers de troupes françaises dans tout le Sahel. Ce n'est pas sérieux comme argument. Je pense qu'il faut qu'on nous trouve un autre argument pour pouvoir plaider ce dossier-là de façon efficace. Je vais vous poser une autre question, pas très politiquement correcte, comme on dit. Quand on voit ce rejet avec plein de justifications, d'ailleurs, du continent africain vis-à-vis de la France, comment expliquez-vous que l'Europe, et particulièrement la France, soit toujours une terre convoitée pour l'émigration par les peuples africains? Bon, alors, maintenant, il faut faire une différence très claire. Vous avez les élites africaines qui font des études supérieures, leur destination, ce n'est plus la France. C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la Grande-Bretagne, par exemple. C'est d'autres pays qui plus la France, à cause d'une mauvaise politique de visa, parce que, évidemment, les Français se plaignent de l'immigration clandestine massive, mais sauf qu'il y a cette immigration massive qui a été accélérée, qui était déjà présente avant, mais qui a été accélérée par Nicolas Sarkozy et son ami Bernard-Henri Lévy, mais l'immigration légale, qui est celle qui consiste à faire venir des touristes, des hommes d'affaires ou des chercheurs, etc., mais ils sont traités avec beaucoup de mépris dans les consulats français, où il y a quand même un certain nombre de Français là-bas qui sont d'une inculture incroyable vis-à-vis de la politique étrangère de leur pays. C'est-à-dire que je crois que c'est les Français les plus médiocres qu'on envoie dans les consulats français en Afrique, et pas des gens qui ont une compréhension de ce qu'était, par exemple, l'immigration, la coopération universitaire dans les années 70. À ce moment-là, il n'y avait pas ce genre de problème. Donc, si vous voulez, il y a eu une dégradation, mais vraiment aussi massive, qui fait que ceux qui sont les plus en même de venir en immigration en France aujourd'hui, c'est les illégaux. C'est les illégaux, mais pas les gens qui viennent légalement, qui ont un certain niveau de culture. Ils ne veulent pas venir en France parce qu'ils considèrent d'abord, que la France se dégrade intellectuellement et économiquement. Et donc, ils vont ailleurs où ils ont la possibilité. Beaucoup vont même en Allemagne. Dans des pays comme le Togo ou le Cameroun, les gens préfèrent aller en Allemagne plutôt que de venir en France. Donc, vous voyez là qu'on est dans une situation. Et d'ailleurs, l'immigration massive que les Français voient sur le territoire français, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de culture, en fait. C'est ce qu'on appelle l'immigration économique. Ce sont ces gens-là qui viennent. Mais quand vous allez chez les intellectuels, eh bien non, la France n'est plus la destination la plus prisée. Quelle est la perception justement de l'Afrique et des pays africains vis-à-vis de cette émigration de leur propre population vers la France? Donc là, je ne parle pas des élites, bien entendu, je parle de cette émigration économique, oui, justement, qui commence à poser de sérieux problèmes aujourd'hui dans le Maghreb. Mais bien entendu, mais là encore, vous allez remarquer que les dirigeants africains sont muets comme des carpes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces populations qui échouent constamment sur les rives de la Méditerranée ne sont pas leur population, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'Union africaine de manière globale que des pays individuellement, une volonté d'aborder cette question, de prendre ce problème à bras-le-corps. Qui est lié à la démographie, on ne va pas se mentir. Non seulement qui est lié à la démographie, mais qui est lié à leur stratégie de développement des pays. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à gérer des États qui ont autant de ressources, qui ont une population aussi importante à la petite semaine. Vous ne pouvez pas improviser constamment, vous ne pouvez pas bricoler régulièrement. Donc, il est important aujourd'hui qu'ils prennent ce dossier, c'est de ne pas le laisser. Moi, j'ai pensé d'ailleurs à un moment donné que lorsqu'il y a eu l'assassinat de Kadhafi, eh bien, les pays africains allaient se réunir pour débattre avec les Européens de cette immigration massive. Mais non, ils se sont tus et les pays occidentaux ont pris le dossier en disant que non, on ne peut plus supporter cette histoire-là, mais en sachant très bien qui a déclenché cette histoire. Et en sachant également que les dirigeants qui sont dans les pouvoirs en Afrique sont des gens qui bricolent un certain nombre de choses avec eux et qu'avec ces gens-là, on ne peut pas ouvrir une nouvelle ère parce qu'ils ne vont pas comprendre. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a eu des coups d'État aussi dans ces pays. Parce que la plupart des ressortissants de ces pays qui viennent du Sahel aussi, qui sont nombreux, sont venus parce que, une grande partie de ces régimes, il leur était reproché par les Africains d'être des régimes corrompus.
à la solde de dirigeants occidentaux. Donc, cette vision globale, géopolitique, économique et sociale, eh bien, elle doit être analysée avec un minimum de sérieux, aussi bien du côté européen que du côté africain. Mais si les gens continuent de faire comme si ce n'était pas important, eh bien, ils vont avoir beaucoup d'autres surprises désagréables, aussi bien les dirigeants africains qui continuent de ne pas prendre au sérieux cette montée de la jeunesse, parce que quand vous avez une jeunesse qui soit est désœuvrée et qui n'a pas de perspective d'emploi, eh bien vous allez en faire des gangsters. Et il n'y a pas d'autre solution. Ou alors vous prenez le dossier à bras le corps et vous considérez que c'est important pour le développement de votre pays et vous leur proposez. D'ailleurs, ces jeunes-là ne demandent rien d'autre à faire que de pouvoir travailler ou d'être utiles à leur pays. Donc, si on ferme les yeux en disant, ben, écoutez, ils vont se débrouiller en allant dans la mer, mourir pour certains et d'autres en trouvant des issues en Occident, mais c'est que c'est une position de lâcheté que je considère que, avec le temps, à terme, elle sera désastreuse pour les pays africains et bien entendu aussi pour l'Occident. Je vous remercie beaucoup pour votre parler franc et vrai. Merci beaucoup Charles Onana. Je rappelle votre ouvrage « Quand l'Afrique bascule, pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident ». C'est aux éditions de l'Artilleur, c'est ça, je ne me trompe pas. Et c'est évidemment disponible sur la boutique de TVL. J'espère, chers amis, que cette émission vous a plu. J'espère que vous avez mis votre petite question, vos petites suggestions juste en bas dans les commentaires. Vous savez que je vais y répondre. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de relayer cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. En 12 années, TVL s'est imposée comme un rempart face à la pensée unique. Elle a créé une formidable dynamique, celle de la presse alternative dont le succès est patent. Fidèle à sa mission, TVL défend l'esprit français, la civilisation européenne et nos valeurs essentielles, la famille, les libertés, l'identité et la souveraineté. Nous offrons une information libre, affranchie des diktats et nous anticipons les grands bouleversements du monde. TVL dit la vérité, sans concession. Mais pour que cette œuvre demeure, il faut garantir la pérennité de l'édifice. Alors, nous faisons appel à votre soutien par le biais d'un leg, afin que TVL poursuive sa mission pour les générations futures. J'ai rédigé mon testament en faveur du fonds de dotation Média Liberté, en précisant que mes biens sont destinés à TV Liberté. Vous voyez ce studio ? Il existe grâce à un leg, celui de Florence Drillon. De nouvelles émissions y sont tournées et cela permet à de jeunes journalistes de travailler et de poursuivre ce combat. Au service de TV Liberté, le fonds de dotation Média Liberté vous donne la possibilité de laisser votre empreinte. Par votre leg, vous investissez dans l'avenir en offrant à TVL les moyens de remplacer les médias du système qui minent notre concorde nationale. Avec vous, TVL pourra imposer sa mission de réinformation. Organiser sa succession est un acte de prévoyance et de responsabilité. Il garantit la protection de ce que l'on aime et le respect de ses dernières volontés. Vous pouvez faire confiance au fonds de dotation Média Liberté qui veille à ce que votre engagement soit pleinement réalisé.